Salut Pierre Dufraise, très honoré de te recevoir sur la chaîne. On a fait ça un peu rapidement, c'était un message qui passait vite fait par là, puis tu as vraiment gentiment accepté. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté de la forme très brièvement? Super. Eh ben, ouais, merci beaucoup, Jérémy, pour l'invitation. C'est vrai que c'est allé vite et instinctivement, donc c'était cool. J'aime bien aussi comme ça, que ça se passe facilement. Eh ben, moi, je suis toujours très difficile de se présenter en quelques mots, hein. Oui, Euh, parce que tu as J'essaie de réalisé tellement de développer, choses déjà. ouais, ouais, comme chacun dans un parcours de vie. Donc, va résumer un parcours de vie en 5 minutes. Actuellement, l'occupation qui me tient le plus à cœur et qui me prend le plus d'énergie et d'attention, c'est mon centre de formation. Donc, je suis directeur d'un centre de formation qui s'appelle le Centre Naturopathie et Hormèse. On forme environ 150 personnes par cursus. Euh, c'est un centre qui se veut donc une formation sur 18 mois qui tend à fournir à chaque personne qui vient y participer les clés pour développer une autonomie de la pensée. Et je pense que s'il y a quelque chose qui me caractérise, c'est cette volonté-là de donner aux personnes non pas un dogme, non pas des réponses, mais plutôt une manière de pouvoir poser les questions. Voilà, développer sa propre autonomie de la pensée dans toutes sortes de domaines, vraiment des domaines scientifiques comme les domaines du bien-être et de la santé, comme ceux du sport ou de la préparation mentale. On touche vraiment à tout. Et voilà, c'est l'aboutissement d'un long chemin, ce centre-là, cette école. Mais en tout cas, c'est ce qui m'anime le plus au quotidien. Au-delà de ça, je suis quelqu'un qui de 30, bientôt 36 ans, qui suis né dans le sud de la France, dans la région d'Avignon, que j'aime beaucoup, qui a déménagé il y a peu de temps dans les Hautes-Pyrénées, que j'aime énormément aussi comme région. Voilà, le petit dernier d'une fratrie. Euh, voilà, si je devais me résumer en quelques mots. Oui, j'ai vu que dans le centre, il y a beaucoup de modules, des modules qu'on ne s'y attend pas forcément pour la santé, mais c'est vrai que le mental rentre en compte, et j'ai vu un module, par exemple, sur la self-défense. Mhm. Self-défense, permaculture, physique quantique. C'est-à-dire quand tu deviens thérapeute ou même quand tu veux essayer de comprendre un petit peu le monde et développer justement cette autonomie de la pensée dont je parle, tu as quand même affaire à un monde qui est extrêmement complexe. Tu as affaire à souvent une personne en face de toi ou même toi-même, hein, si c'est juste un approfondissement de tes propres connaissances. Donc tu as affaire au vivant, grosso modo. Et il n'y a rien de plus complexe que ça. C'est-à-dire, même le concept de la vie, on n'est pas encore, il n'y a pas de consensus scientifique sur qu'est-ce que la vie, hein. Si on remonte à Aristote, Platon, Socrate ou même Thalès, le premier, ça a été Thalès de Milet, donc, qui a décrit la vie comme les choses qui bougent, quoi. Et on en est un petit peu resté là, hein, depuis 26 siècles, si tu veux. Donc, voilà, on patauge un petit peu. Et quand tu prends le vivant, tu te rends compte très rapidement qu'il est ancré dans un environnement, le monde qui l'entoure, dans la niche écologique, comme on dit en biologie. Et donc, si tu veux comprendre le vivant, tu es obligé de comprendre la niche écologique. Si tu veux comprendre la niche écologique, tu es obligé de comprendre l'environnement en tant que tel. Tu es obligé d'aller voir partout. Et là, actuellement, l'une des paires de lunettes qu'on met pour lire le monde, c'est la physique quantique, hein, la physique des particules, l'infiniment petit, qui nous donne des implications sur la physique à notre échelle, la physique newtonienne, et qui nous ouvre de nouvelles voies de compréhension du monde et d'interprétation. Il y a ce niveau-là, et puis le self-défense, pourquoi? Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un te tient, le contact humain qu'on a perdu, hein, c'est-à-dire surtout depuis les confinements, c'est-à-dire on met des masques et le voisin, c'est peut-être une menace. Donc je ne le touche même pas et je le vois même pas. Self-défense, c'est pas forcément pour apprendre à se battre, c'est pour apprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire à être en contact avec autrui, qu'est-ce que ça veut avoir gestion de son propre corps, chuter, savoir tomber, savoir faire tomber l'autre, mais pas forcément dans une forme de violence. Ça peut vouloir être amorcer une situation qui aurait pu devenir violente, désamorcer, pardon, plutôt qu'amorcer. Euh, et la permaculture, encore une fois, c'est la compréhension de la symbiose entre les différents acteurs d'un environnement vivant, d'une forêt ou d'un potager, etc. Et donc, toutes ces choses-là se recoupent finalement. Au-delà de ça, évidemment, dans le centre, tu as les matières beaucoup plus classiques comme la nutrition et la préparation physique, Classique mais puissant.
et voilà, mais tout aussi importante. Donc Mm. voilà, Parce que voilà. la nutrition, franchement, moi je trouve que dans beaucoup de piliers de la santé qu'on peut évoquer, moi j'en évoque que cinq, même si ça regroupe presque tout ce que tu as dit, hein, mais globalement je regroupe cinq. Et vraiment la nutrition, je trouve que elle, elle passe vraiment devant. Parce que vraiment, bon, bien sûr, il faut pas être en déficit total de sommeil, par exemple, ou voilà. Mais la nutrition, ça se transforme vraiment dans notre corps et ça transforme vraiment notre corps, même notre esprit, je dirais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Je comprends de ce que la tu veux dire dans nutrition, le la terme. puissance de la nutrition? Ouais, oui, c'est alors, c'est un facteur très important de la santé, bien entendu. Cependant, je pense que on sous-estime d'autres choses, comme par exemple le lien humain. Le lien Oui, humain, c'est pour ça que, tu vois, moi je pense que tu pourras beaucoup mieux survivre. Tu vois, si tu pars du principe que la nutrition est devant les autres, devant les autres piliers, alors faisons une expérience. Je t'enferme dans une cage, dans le noir, au sixième sous-sol, tout au fond de la terre. Noir, t'es tout seul, dans une cage. Par contre, je te donne la meilleure nourriture du monde. Les meilleurs fruits, les meilleures viandes, tout ce que tu veux. Tu vois, tout ce que tu adores en plus, toi, personnellement. Je suis sûr que tu vas te dégénérer beaucoup plus vite. Mais alors, 1 milliard de fois plus vite. Que si je te mets avec les personnes que tu aimes le plus au monde, ta famille, etc. Et par contre, je te fais manger fast-food. Tu vois. Mais si tu es avec les personnes et que tu es épanoui avec tes amis et que tu rigoles toute la journée en plein soleil, etc., mais que tu manges de la merde, en gros, je suis sûr que dans ton corps, ça se traduira par beaucoup moins de symptômes que si tu es privé de soleil au fin fond d'un trou, même avec les meilleurs fruits du monde. Tu vois ce que je veux dire? oui. Donc, on sous-estime en fait l'importance de notre environnement. Ce qu'on met dans notre bouche, c'est important. Mais clairement, bien sûr, je dirais jamais le contraire. Mais attention à pas, parce que comme le disait un philosophe que j'aime énormément, à force de penser avec son estomac, on se conduit comme des veaux. Et tu vois, c'est un petit peu ça. C'est très symptomatique de notre société actuelle. C'est avec la phrase terrible de on est ce qu'on mange. Mais il n'y a rien de plus faux. Heureusement qu'on n'est pas ce qu'on mange. Heureusement qu'on n'est pas une botte de petits pois et un steak. On est bien plus que ça. Vous rigolez ou quoi? On est 1 milliard de fois plus que ça. Donc attention à notre langage et attention à l'ordre des priorités. C'est vachement important ce qu'on mange, clairement. Mais au-dessus de ça, il y a ce que fait la magie en fait de l'être humain, c'est-à-dire sa mise en relation avec les autres. Ah oui, ça on peut le dire que l'être humain, il est clairement magique. J'ai moi-même suivi pas mal de formations sur la communication et quand on voit ce qu'on peut apprendre bah justement au niveau de la communication, le fait d'améliorer son vocabulaire, on s'améliore vraiment. Mhm. Oui, ouais, la Donc, communication est importante. Moi, j'irais même plus loin, je dirais le lien, en fait. T'as pas besoin de parler avec quelqu'un pour te sentir bien. Quand tu es avec un ami, t'as pas besoin de parler. Quand tu es avec ta femme ou ta maman ou ton papa, pas forcément besoin de dialogue. Et la communication, elle se fait au-delà des mots. Mais oui, en effet, les mots, c'est très puissant. Les mots qu'on utilise, et donc, voilà, quand je te disais, il y a attention aux certains mots qu'on utilise par rapport à la nutrition où d'un coup, ça fait monter en spirale, tu vois, le truc à l'infini. Et après, c'est aussi la porte à tous les vendeurs de régimes et de trucs qui te promettent monts et merveilles par la nutrition. Il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas que ça. Donc, clairement, il faut prendre tout en compte. Et la communication, évidemment, est un facteur très important de la santé. Ouais. je voulais passer avec toi au deuxième thème, c'est un peu le coaching. Qu'est-ce que c'est un préparateur physique et mental? Vers quelle direction tu abordes les choses quand un client vient vers toi? Hmm. C'est pas facile comme question, c'est un peu Ah non, général. c'est une très très bonne question, tu as raison de la poser. Ça, en fait, ça révèle justement le fait de parler de préparation physique et mentale, de vraiment pas dissocier les deux. On devrait même parler au singulier, tu vois, on devrait dire la préparation physique mentale, tu vois, slash mentale, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire, tu peux pas préparer quelqu'un physiquement sans toucher à son mental. La personne, tu vas lui parler, la personne, elle va avoir des sauts d'humeur, elle va avoir des émotions, elle va te parler des problèmes qu'elle a dans son couple ou Son dans sa famille. environnement, comme tu as cité Évidemment. juste avant, l'environnement. Voilà. Tout, elle va te parler de tout, donc tu la prends obligatoirement dans sa globalité, à part si tu vends des programmes en ligne qui sont complètement anonymes.
Et là, oui, là, c'est pour moi beaucoup moins qualitatif et ça ne s'apparente pas à du coaching de toute façon. Donc, le Mais ça, coaching, pour moi, excuse-moi de te couper, ouais. mais ça, je voudrais vraiment, je suis vraiment désolé de te couper, mais je voudrais vraiment appuyer Moi, je sais pas. là-dessus. C'est que les gens ont tendance, même moi, j'ai envie de dire, j'ai tendance à acheter quelque chose, une formation, je sais pas, sur le sommeil, mais que je vais pouvoir suivre tranquillement sans forcément avoir quelqu'un en face. Mais quand on coach quelqu'un, vraiment, on va le prendre dans sa globalité et et c'est vrai qu'effectivement, je reprends ce que tu as dit, on va vraiment avoir un travail qualitatif, mais qui n'a rien à voir. Mhm. Clairement, et qui entraîne forcément une qualité qui est sous-estimée et qui pour moi devrait être première, c'est l'humilité. C'est-à-dire que quand tu as une personne qui vient en face de toi, encore une fois, c'est un être vivant et encore plus que ça, c'est un être humain. Donc c'est le plus haut taux de complexité que tu puisses trouver sur cette planète, clairement. Voilà, on est les seuls animaux qui sont capables de métacognition, c'est-à-dire capables de réfléchir, au fait même de réfléchir. Ça, jusqu'à preuve du contraire, les autres animaux en sont pas capables. Et vous avez ça devant vous et vous devez vous en occuper. Donc, bonne chance. C'est pour ça qu'il faut connaître tous les pans, en fait, tous les côtés, tous les aspects sous-jacents à un être vivant pour pouvoir être un coach. Tu te rends compte, donner une recommandation, mais c'est c'est beaucoup, beaucoup de responsabilité, hein, vraiment. Donc, primum non nocere, premièrement, ne pas nuire, c'est le premier et le dernier des commandements, et c'est le plus dur à respecter. Comment je vais faire pour ne pas nuire? Parce que là, je mets les doigts dans un rouage extrêmement complexe. Donc le coach, il est à la fois un préparateur physique, à la fois un préparateur mental, clairement. Et pour l'être l'un comme l'autre, il va falloir qu'il soit bon partout, c'est-à-dire la nutrition, les plans d'entraînement, la compréhension de la physiologie du mouvement, l'anatomie, les réactions biochimiques, comme tu disais, au niveau de la digestion, au niveau du biotope intestinal. C'est vrai que c'est difficile d'avoir une zone qu'on connaît pas, parce qu'à partir du moment où on est vraiment où on n'est pas complet, en fait, il va falloir botter en touche, il va falloir avoir l'humilité de dire je sais pas, et donc je te renvoie à ton médecin généraliste, je te renvoie à ton ostéopathe, je te renvoie à un confrère. Voilà. Donc le top du top, c'est d'avoir toutes les clés en main pour décrypter, en fait. Il faut avoir le décodeur, tu vois, comme quand on avait Canal+ à la maison, tu as le décodeur, bah, tu vois à peu près la personne, quoi. Si t'as pas le décodeur, bon, bah, tu essayes de plisser les yeux, mais tu vois pas grand-chose. Donc, quand quelqu'un vient me voir, eh ben, ça passe toujours par le travail du thérapeute banal, c'est-à-dire l'anamnèse, premièrement. Donc, on va parler ensemble pendant une heure et demie, pour décrypter tout le quotidien de la personne, pourquoi elle est là, quels sont ses objectifs, qu'est-ce Pareil. qui lui arrive dans sa vie en ce moment, etc., etc., ce qu'elle mange, comment elle dort, avec qui elle vit, et ce qu'elle fait au quotidien, son métier, son niveau de stress, tout ça. Et une fois que c'est relativement clair, tout ça, on embraye sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la semaine qui va dans le sens des objectifs. Quelles sont les actions qui vont aller dans le sens des objectifs de la personne? Et ça, tu aides la personne, tu essaies de la rendre responsable et autonome, qu'elle te fasse des retours aussi souvent que possible. Et voilà, généralement, je vois les personnes une fois par semaine, soit en vrai, soit en visio, j'avance comme ça. Voilà. Et est-ce que les athlètes qui viennent te voir, est-ce qu'ils ont déjà une première notion, enfin sûrement, une première notion de la nutrition, ou alors ils connaissent vraiment parfaitement bien leur nutrition, et est-ce qu'ils ont une nutrition vraiment adaptée à eux? Mhm. Ils ont beaucoup de croyances, ça c'est clair. Parce ils sont comme nous, ils vont sur Internet, ils cherchent leur propre. Maintenant, on est dans une ère où on cherche d'abord sa propre information. Ouais, Il y a des bons côtés à ça, il y a des mauvais côtés. En tout cas, ils ont des croyances. Parfois, ils ont eu un coach précédemment, ils ont eu un nutritionniste qui les a accompagnés. Donc, parfois, ils ont des bonnes notions déjà de base. Ils savent différencier les protéines des lipides, quoi, en gros. Donc, ils savent, OK, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, je vois à peu près. Euh, Passer ça, oui, ils font souvent des erreurs, même à haut niveau, hein, même à haut niveau, surtout à haut niveau. Surtout à haut niveau parce que ils sont pris par la pression, en fait. Moi, je m'occupe d'athlètes. C'est rare que j'ai des athlètes de la scène internationale, très clairement. J'ai dû en avoir mhm. deux. J'ai beaucoup de personnes qui sont entre le niveau amateur et professionnel. Tu vois, c'est cette juste D'accord. balance où t'es, tu gagnes un peu ta vie avec, mais c'est juste, quoi. Tu es à deux doigts de te dire, bon, si je performe pas cette année, il va falloir que je change de métier, quoi, en gros. Et j'ai beaucoup de gens comme ça.
Et donc là, ouais, c'est à ce niveau qui est quand même très élevé, hein, c'est quand même un niveau Oui, tu physiquement vois. et mentalement, ce qu'ils font les gens, moi ça m'impressionne toujours. Mais il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression, et, le financier y rentre en compte, et il y a beaucoup de prises de compléments alimentaires qui sont un peu inutiles. On surcharge un peu, voilà. En gros, on surcharge un peu la bulle. Beaucoup de problèmes digestifs, surtout dans les sports d'endurance. Euh, Oui. voilà. Au-delà de ça, voilà, c'est des réglages. Mais j'ai envie de dire, les athlètes, c'est presque donc plus que la clientèle que j'ai, parce que j'ai plus de cabinet maintenant, hein, depuis plusieurs années. Donc, j'accompagne que peu de personnes et je les choisis. Mais les athlètes, c'est un public qui est très facile, en fait, parce que quand tu leur donnes un truc à faire, ils le font à Ah oui. 100%. Ils respectent tes règles. Alors que monsieur et madame tout le monde, bon, tu leur dis des choses, ils repartent, tu les revois un mois après, ou tu les revois pas, c'est compliqué. Voilà. Et justement, alors, tu t'occupes vraiment de gérer leur stress, leur mental. Est-ce que tu te sers de la visualisation, tous Mhm. des outils qui peuvent les aider au quotidien? Et aussi, comment tu te places par rapport aux compléments alimentaires? Parce que c'est vrai qu'au niveau, bah, c'est vrai que peut-être au niveau des athlètes, ils en ont besoin beaucoup plus que monsieur et madame tout le monde. Ils n'en auraient moins besoin, monsieur et madame tout le monde, justement. Oui, oui, sans doute. Donc les compléments alimentaires, ce que j'ai remarqué, c'est que chez les sportifs de haut niveau, ça cachait souvent des mauvaises habitudes comportementales. C'est-à-dire que parce que il y a une pratique sportive qui est intense et qu'il y a beaucoup de pression par rapport à ça vis-à-vis du fait de gagner sa vie avec, la gestion du stress, le stress était élevé chroniquement, donc mentalement, et ils sont vraiment dans leur tête et ils réfléchissent un petit peu trop, donc le sommeil est perturbé. Donc derrière ça, il y a de la fatigue qui s'accumule. Et comme la fatigue s'accumule, ils disent, bon, bah, qu'est-ce que je vais prendre? Des complexes multivitaminés, des oméga 3, des machins, etc. Ils vont chercher les sources ailleurs, en fait, sans régler la racine du problème. Donc souvent, en réglant la racine du problème, on arrive à abandonner des compléments alimentaires. Alors, on réduit beaucoup plus la caféine, qui est parfois un peu surconsommée, très souvent surconsommée, les energy drinks, ou ce genre de trucs. Donc voilà, pour les compléments alimentaires, moi je dis pas non, forcément, mais c'est souvent mal adapté en fait. Voilà, c'est souvent mal positionné. C'est du Euh, détail, hein. Pardon? C'est du détail, hein, les compléments alimentaires. Voilà, ça C'est vient en pointilleux plus. quand même. Bah, c'est comme son nom l'indique, c'est en complément normalement. Ça vient boucher un Mm. trou qui est là. Mais est-ce que le trou, c'est pas toi qui l'as creusé en fait? En mal dormant, et c'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Là où les Américains, tu vois, par exemple, ils utilisent plutôt le terme de supplément alimentaire. Donc ils rajoutent en plus. Et ça, pour moi, c'est Ah oui. vraiment au détriment de notre santé. Donc, faut pas faire du supplément, faut faire du complément. S'il y a besoin. S'il y a besoin. Donc voilà l'approche que j'ai. Donc si je recommande un complément alimentaire, je veux vraiment que ce soit en tout état de cause, en ayant bien Oui, voilà. analysé la situation. Oui, c'est ça, un complément alimentaire, ça demande pas mal d'analyse quand même, C'est ça. euh, Ouais. pas mal de recherche. Et c'est vrai que les gens, souvent, ils voient quelqu'un, peut-être sur Internet ou même à la télé, je sais pas, et tout de suite, ils vont aller prendre un complément alimentaire, alors qu'en fait, mais c'est ça, c'est une erreur de notre société, alors qu'en fait, il faudrait vraiment être beaucoup plus pointilleux. En fait, c'est ça. Mhm. Ouais. Euh, je- j'ai fait une vidéo où est-ce que j'ai dit, le stress hormétique, c'est la façon d'avoir une bonne santé. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, on va pas tout résumer à ça, hein. C'est pas. Alors la bonne santé, déjà, faudrait pouvoir Ouais, définir qu'est-ce que ça veut dire, hein. bien sûr. Déjà, le terme de santé, compliqué à définir aussi. Comme le terme de la vie, hein. Tu veux définir la santé, tu es obligé de dire ce que ça n'est pas. Tu dis, bah, c'est ne pas être malade, mais tu m'as toujours pas dit ce que c'est. Tu m'as juste dit ce que ça n'est pas. Donc la santé, c'est vraiment pas facile à définir. Je pense qu'en effet que parler de capacité adaptative, c'est déjà un petit peu plus juste. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de t'adapter à n'importe quelle situation sans être désarçonné? Voilà, tu passes d'un état A à un état B, tout d'un coup il faut courir, tout d'un coup il faut aller dans du froid, dans du chaud, etc. Si pour moi la personne, elle peut aller dans toutes les situations sans être trop bousculée au niveau physique ou émotionnel, c'est quelqu'un qui est en pleine santé pour moi, tu vois. Donc voilà, l'adaptation, et ce qui permet d'améliorer l'adaptation, c'est le processus d'hormèse, en effet. Donc une surcompensation face au stress, face à un événement stressant.
Typiquement, vous faites des douches froides tous les matins et puis au bout d'un moment, ça vous semble plus froid. Vous avez l'habitude, donc vous avez envie de faire des bains avec des glaçons, grosso modo, parce que votre système, il est adaptatif et il peut s'améliorer quand il est soumis régulièrement à des petits stress courts et intenses qui poussent le système à s'améliorer. Encore faut-il pouvoir bien se reposer derrière. Et souvent, le repos est mal géré derrière ça. Donc oui, Taleb, Nassim Nicolas Taleb, dans son livre Antifragile, il dit bien, l'hormèse, c'est la norme. C'est-à-dire, l'hormèse, c'est ce qui devrait toujours être là. C'est-à-dire, l'amélioration progressive d'un être humain face à un stress. Ce que l'on fait mal de nos jours, c'est que on catégorise tous les événements stressants comme négatifs, c'est-à-dire on veut absolument éviter tout ce qui nous met dans un inconfort, le chaud, le froid, etc., etc. Et même l'hormèse mentale, c'est-à-dire tout ce que je ne comprends pas, tout ce qui va à l'encontre de mes propres modèles internes et mes dogmes, et ben tu vois bien sur Internet, c'est des guéguerres d'opinion. Dire ah non, en fait ils sont juste pas du même opinion. C'est pas du tout un débat de fond, c'est juste un débat de croyance. Et donc même les hormèses mentales ne sont plus permises de nos jours. Donc on réfléchit plus au fond, c'est juste je défends mon bout de terrain, je défends mon opinion. Donc on est dans ce monde-là où il faut reprendre conscience que la vie, bah, parfois ça fait mal, parfois ça pique, parfois c'est douloureux, mais les épreuves nous font grandir. Si et seulement si on les considère comme des tremplins. Hein, il faut qu'on change notre regard sur les épreuves. Alors que voilà, les épreuves, c'est généralement connoté négativement, à dire oh là là, mon pauvre ou ma pauvre, t'as connu ça dans ta vie, c'est terrible, c'était pas facile, hein, oui. Et on reste sur un aspect très négatif en fait d'une épreuve, alors que n'importe quelle épreuve que vous traversez dans votre vie, quelque part en vous, ça vous fait grandir. Voilà. Donc oui, l'hormèse, prendre conscience de l'hormèse, c'est déjà prendre conscience un peu plus de notre nature profonde qui est adaptative, et ça, sans doute, c'est une des portes, on va pas dire que c'est la porte, mais c'est une des portes qui nous permet de pouvoir améliorer notre capacité à d'adaptation et donc notre santé, comme on dirait, de nos jours. Bah, pour moi, la meilleure façon de comprendre l'hormèse, ça serait les personnes, bah, même comme moi, qui font de la musculation. Au niveau physique, je parle. On stimule un muscle, il va se briser, et avec le repos, en gros, hein, et avec le repos, il va se reconstruire, et normalement, il va être plus fort que ce qu'il était avant. Donc, en gros, c'est le système adaptatif de l'hormèse. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. C'est bien ça, non? Ouais. La surcompensation positive hein, qu'on a dans la musculation, c'est ce qu'il y a de plus visuellement parlant pour comprendre l'hormèse. Puisqu'on voit les corps grossir, en fait. On voit les muscles Mhm. grossir, donc on comprend bien que il y a un processus d'amélioration, de renforcement qui se passe sous nos yeux. Alors que quand j'ai évoqué le froid tout à l'heure, bon, ben, une personne qui est adaptée au froid ou pas, tu vois pas de visu. Voilà, elle a pas, ça se voit très difficilement. Donc oui, c'est grâce au bodybuilder, on a pu comprendre que choquer un organisme et le laisser se reposer après permettait de le faire s'améliorer. Voilà. Mais c'est vrai pour ton système hormonal, ton système immunitaire, c'est vrai pour ton système osseux, pour tout ça, quoi. Bah voilà, justement, j'allais aborder le système immunitaire. Peut-on accommoder l'hormèse avec le système immunitaire? Peut-on l'utiliser, l'hormèse, pour le système immunitaire? Mhm. Ouais, ouais, bien sûr. C'est grâce à l'avènement de la méthode Wim Hof et de la popularisation de Wim Hof, on a eu pour la première fois, c'était 2015-2016, il me semble, une équipe de scientifiques qui a suivi justement Wim Hof, qui est une personne qui est très connue pour son exposition volontaire au froid. Il a les records donc de bains dans la glace, ce genre de choses. Et on a pu voir à quel point, et chez les nageurs aussi en eau froide, les interleukines 6, certains marqueurs de l'inflammation du système immunitaire étaient en baisse, et par contre, les natural killers, certains globules blancs, certains groupes de nos gendarmes internes avaient plus de répondants. C'est-à-dire, c'était pas forcément qu'ils étaient plus nombreux, mais alors déjà, ils étaient un peu plus nombreux, mais ce qui était intéressant, c'était qu'ils étaient au garde à vous. Et le répondant face à une toxine quelque chose d'exogène pardon, qui rentrait dans le corps, était plus puissant comme réponse et plus efficace. Si vous voulez avoir une armée, vaut mieux avoir une armée de gens qui sont au garde à vous et prêts à se battre, plutôt qu'une armée voilà, de gens qui sont flemmards, quoi. Euh, donc on a vu l'amélioration au niveau du système immunitaire par donc les respirations, le travail respiratoire, l'exposition volontaire au froid, mais il y a tout le reste aussi, le chaud, le sauna,
l'exercice physique, comme on l'a dit, etc., etc. La méthode Wim Hof, sa respiration qui, pour moi, c'est vraiment un boost. C'est comme si qu'on serait en train de muscler ses poumons. Qu'est-ce que tu en penses? On peut utiliser l'hormèse. Pour moi, c'est un peu l'hormèse des poumons. C'est comme si tu choquais, que tu musclais les poumons. Mais est-ce que ça peut être dangereux? Tu fais rentrer ton corps dans un état de stress, hein. Si on comprend l'hormèse, c'est faire rentrer le corps dans un état de stress. Donc, si tu n'as aucune information et que tu regardes juste les données biologiques d'une personne qui fait un sprint, personne qui fait une séance de muscu, personne qui fait un bain froid ou une personne qui fait des hyperventilations dans la méthode Wim Hof, tu vois la même chose. Et tu as l'impression en fait que la personne est en train de faire un arrêt cardiaque. Ouais, c'est ça qu'on simule, hein. Sauf qu'elle est en contrôle. Et c'est ça, ça change tout, ça. Elle est en contrôle. Quand tu fais du sport, tu es en contrôle. Pourtant, le cœur, il tambourine, tout le système nerveux et hormonal est chamboulé. C'est comme si tu faisais un arrêt cardiaque. Donc, tu crées un état interne de stress. C'est ça, le stress. Ce qui arrive à l'extérieur, le bain froid, ça, c'est un stresseur. Donc, ça provoque un état de stress. Donc, par la respiration, une respiration ample et puissante, tu vas renforcer certains aspects de la respiration, comme l'utilisation du diaphragme, en effet, ou des muscles intercostaux. Et ça, oui, bon, bah, c'est des muscles. Alors, c'est des muscles qui sont presque infatigables, hein. Le diaphragme, c'est presque que du type 1, c'est-à-dire que c'est presque que de l'endurance. C'est normal, ils travaillent toute la journée. Bah oui. Donc, eux, ces groupes musculaires-là, tu vas peut-être un peu les renforcer, mais la méthode Wim Hof, elle n'est pas faite pour ça. La méthode Wim Hof, elle est faite pour stimuler le système nerveux, stimuler le système endocrinien, en gros. Ah, d'accord. Donc ça par contre, ça va être intéressant. Là, tu vas le renforcer et tu vas surtout renforcer ta capacité à être dans le contrôle tout en étant sous adrénaline. C'est-à-dire, t'es vraiment stimulé très fortement, mais tu t'essayes de rester en contrôle. Et c'est la même chose que tu trouves dans le bain froid. Tu rentres dans un bain gelé, tout d'un coup, tu es chopé par l'adrénaline, tu as envie de sortir, voilà, t'as tout qui monte, mais tu dis non, je vais rester en contrôle et je vais rester un peu plus longtemps. Et voilà, donc en fait, tu recherches la même chose. Très intéressant, vraiment très intéressant. Augmenter son système immunitaire par des petites techniques, c'est vraiment intéressant. Et je pratique pas mal au quotidien la respiration, le froid, certains yogas. Ça me fait vraiment retrouver une paix intérieure et je trouve que ça augmente mon focus dans la vie. Mhm. Euh, Vraiment. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Vraiment, tous ces... Parce qu'on est dans une société où est-ce qu'il y a du divertissement assez abondant en permanence. Comme dirait le grand maître bouddhisme Thich Nhat Hanh, il y a des appels du diable partout autour de nous. Et il faut faire attention à contrôler ces six sens pour essayer de ne pas se faire emporter et d'essayer de garder le focus dans la vie, de faire des bonnes choses. Et est-ce que justement la respiration, le froid et la gestion du stress au quotidien par des exercices, des mouvements, est-ce que ça peut euh, essayer de nous garder le focus dans notre vie par rapport à nos objectifs? Ouais. En fait, ça fait plus ou moins un reset du focus, hein. C'est-à-dire, il y a une partie de ton cerveau qui s'appelle le striatum, qui est vraiment une des voies par laquelle les voies dopaminergiques, donc les voies de la dopamine s'expriment, qui sont, elles, justement, comme tu l'as dit, les voies de l'attention. C'est-à-dire, quand tu portes attention sur quelque chose qui est externe, le désir, tu portes ton attention, ça te fait bouger, etc. C'est quand tu regardes Instagram, c'est quand tu regardes un écran, c'est quand tu regardes Netflix, c'est quand tu penses à ton problème que tu as à la fin du mois, ou ton patron, tes soucis, etc. Tout ce qui nourrit une pensée abstraite comme ça, qui n'est pas ici et maintenant. Ce que permet le froid, ce que permet la respiration, c'est de retourner aux sensations du corps, donc retourner dans l'instant présent. Donc ça fait vraiment le pendant qui nous manque beaucoup de nos jours, de revenir à l'instant présent, revenir. Et ce qui permet, une fois que tu reviens là, eh ben, d'avoir un meilleur focus quand il faut repartir dans la concentration, revenir dans un moment où, ok, je gratte du papier, je me concentre, etc. Je mets du mouvement. Donc, faire un sorte de ping-pong, hein, parce qu'on a besoin des deux systèmes, eh bien, ça permet tout ça. Tous ces exercices de bien-être au quotidien, comme la respiration, les douches froides, c'est excellent, je trouve, hein. Et le yoga, ça pourrait faire baisser l'anxiété à quelqu'un qui a plutôt un profil de personnalité anxieux. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces outils qui pourraient l'aider au quotidien? Ouais, ouais, ben, tu vois, on en revient à ce que je disais, c'est l'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est la peur par rapport au futur, par rapport aux événements qui vont arriver, donc la peur du lendemain, quoi.
qui est pas forcément précise, hein. Pourquoi c'est très nébuleux dans la tête d'une personne, mais en tout cas, il y a de l'angoisse. Ben, c'est une pensée abstraite, encore une fois. C'est une pensée qui n'est pas ici et maintenant. C'est une projection. Cette projection-là, elle est vraiment médiée par nos voies dopaminergiques, les voies Ouais. qui nous enlèvent de ici et maintenant. Et donc, en revenant un peu plus souvent, en refaisant la balance, hein, on a besoin des deux, mais en refaisant la balance, par les techniques corporelles, c'est pour ça que ben, les yogis passent beaucoup par la respiration, ils font bouger le corps par la respiration, et avec les pranayamas, d'autres vont faire des douches froides, des bains froids, d'autres vont faire du sport, ils reviennent dans le corps, ils reviennent dans ce qu'on appelle l'espace péripersonnel, l'espace qui est juste dans ta petite bulle, là, autour de toi, et on coupe donc cet autre système, cette autre voie qui est dans le futur ou dans le passé, à ressasser les choses, le petit vélo qui tourne dans la tête. Et ça, on le coupe, ça, on le casse. Donc, en effet, toutes ces techniques-là, bah, elles permettent aux personnes de sortir pendant un temps. C'est pas la recette magique, hein, pas la pilule magique, mais ça permet justement de mettre de la distance par rapport à ces pensées angoissantes qu'on a au quotidien et de revenir à un moment. Après, ces pensées angoissantes vont peut-être un peu revenir, mais on les considérera d'un autre œil, on prendra plus de distance, et petit à petit, on arrive à mieux s'en détacher. J'ai vu que tu aimais bien te challenger au quotidien, même au niveau physique, euh, performance. Est-ce que ça te permet de rester en contact un peu avec les gens que tu pourrais coacher, par exemple, qui font la même chose? Euh, Est-ce que ça te permettrait d'avoir plus de langage pour pouvoir communiquer avec eux? Mhm. Ouais, c'est très juste. Euh, un coach qui s'entraîne pas, c'est un imposteur. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais moi j'ai du mal parce que tu vois, je vais dans une box de CrossFit qui a un quart d'heure de chez moi et j'ai un super coach. Donc j'adore redevenir élève aussi. Ça c'est vraiment une posture que j'adore et il me fait progresser sur des points faibles que j'ai sur la gymnastique ou d'autres choses. Euh, mais mon coach qui s'appelle Sam dans CrossFit, c'est un vrai athlète quoi. Physiquement, tu le vois, c'est un colosse. Hein. C'est une armoire à glace, magnifique. J'aurais du mal à être coaché par quelqu'un qui est obèse et qui sait pas, qui ne connaît pas les mouvements. Il pourrait connaître toute la théorie, mais il aurait une bien moindre transmission dans le sens où ça aurait beaucoup moins d'impact sur moi. Et surtout, Ouais. connaître ce que c'est que l'effort, le vrai effort, ça te permet aussi de donner des billes de compréhension pour la personne que tu accompagnes. C'est-à-dire, bon, là, j'ai vu, tu vois de visu, qu'elle connaît un moment où mentalement elle décroche. Et ça, tu peux pas t'en apercevoir si toi, t'as pas connu ça aussi. La gestion de la respiration durant l'effort, tout ça, en fait, c'est des trucs qui sont subtils, qui, si tu n'as pas expérimenté toi-même, bah, c'est compliqué, quoi. Donc ouais, je fais pas ça dans le but de me dire je vais pouvoir mieux accompagner mes athlètes. Je fais ça avant tout parce que j'adore faire ça. Mais c'est vrai que ça me permet d'être pertinent après dans mes propos, quoi. Voilà. En nutrition, on pourrait avoir un équivalent avec, par exemple, l'acrasie. Tu Mhm. vois l'acrasie, oui. La faiblesse de la volonté. Et par moment, on se relâche. On a peut-être un plan alimentaire, mais par moment, on va avoir cette petite voix dans la tête qui dit, ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu un appel du diable, hein, justement. Et donc, on pourrait, si ça nous arrive, pareil, on peut coacher les gens là-dessus. On peut leur dire que c'est pas grave, par exemple. Et ce qui fait la différence, c'est un peu des habitudes, des outils qu'on met en place au quotidien pour lutter justement contre cette acrasie. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Je pense pas qu'il faille lutter contre un pan de nous. Ça, c'est vraiment un terme où D'accord, c'est parce que intéressant. ouais, parce que les gens, tu vois, de nos jours, ils sont beaucoup dans l'auto-sabotage, à se juger négativement, personnellement, dire je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Si en plus il faut lutter contre ses propres émotions, ça va être compliqué cette histoire, tu vois. Donc il faut accepter, tu vois, le fait que, ok, alors tu cherches à, c'est la leçon du Petit Prince, hein, tu cherches, tu poses la question du pourquoi, pourquoi, ok, pourquoi on avait mis un plan en place par rapport à la nutrition et pourquoi t'as décroché, quoi? Pourquoi tu te laisses tenter par quelque chose qui fait pas partie du plan, quoi? Pourquoi tu es allé manger cette glace à la fraise alors que tu sais très bien que c'est pas pour toi? Mais le truc, c'est qu'on n'est pas des animaux rationaux, hein. Si on était rationnel, ça se saurait. C'est-à-dire, tout ce qui nous fait du mal, on l'éviterait, hein, si on devait passer uniquement par la raison. Il y a des causes sous-jacentes
qui donnent naissance à nos émotions. Et ces émotions-là, bon, bah, elles nous dictent, elles font que certaines choses sont saillantes, c'est-à-dire elles sont très visuellement attirantes pour l'esprit, elles attirent notre attention, comme, voilà, pour certaines personnes, c'est des sucreries, c'est des gâteaux, ce genre de trucs. Si elles passent par la raison, elles vont te dire, bah oui, je sais très bien que c'est pas bon pour moi. Pourtant, là, c'est vraiment ce qui a capturé toute mon attention. Donc, il faut arriver à voir pourquoi il y a cette acrasie, c'est-à-dire cette faiblesse de se dire, ça capte mon attention, mais j'ai la puissance, par ma volonté, de me dire non, j'en ai pas besoin dans ma vie. Et ça, tu fais pas ça en un claquement de doigts. C'est pas en le disant, Mhm. c'est pas encore une fois en utilisant des mots pour résoudre des mots, c'est pas en utilisant la raison qui est pas un problème de raison, justement, que ça va marcher. Il faut voir tous les autres côtés qu'on a déjà évoqués de la personne, c'est-à-dire tout son plan de vie, qui font que, bah, justement, il y a sans doute une compensation au niveau de la nourriture parce qu'elle n'est pas épanouie dans sa vie, euh, où elle se part. Moi, ce que j'ai vu beaucoup, hein, dans le fait de ne pas respecter une discipline qu'on met en place, c'est justement que la personne, elle ne se sent pas digne du résultat. C'est-à-dire, en fait, elle ne le vaut pas. Elle a beaucoup de narration. Les mots qu'elle emploie pour se décrire elle-même, c'est très négatif. Je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Et si tu penses vraiment ça de toi, si tu as vraiment une idée de toi qui est basse, en fait, tu te valorises pas et tu te valorises si peu que tu te penses pas digne, en fait, d'atteindre le résultat qui peut être perdre du poids, prendre du muscle, etc. Donc, je te dis, en fait, je le vaux pas, ce résultat-là. Parce que je suis une merde. Je suis nul, je peux bien, Mhm. je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Et t'en fais ton identité, ça. Et changer d'identité, c'est très coûteux pour le système. Changer de modèle interne, c'est très, très coûteux. Donc, en fait, la personne, euh, inconsciemment ou consciemment, hein, elle va vouloir rester un petit peu dans sa situation actuelle. Donc, elle va s'auto-saboter sa discipline. Elle va manger des gâteaux alors qu'il faut pas qu'elle le mange. Tu vois. Donc, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense pas qu'il faille, voilà, encore une fois, lutter contre, se battre contre un machin, Mhm. etc. Mais essayer de comprendre, en fait, les mécanismes. D'accord, vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci Ben, je t'en beaucoup. prie. Je t'en Je prie. pense que ça va faire plaisir, bah, déjà premièrement à moi surtout, et à la Mhm. communauté. Je pense que Mhm. c'était vraiment, mais vraiment, parce que c'est un sujet général, parce que on est tous en train de lutter un peu contre nos démons quelque part. Et des fois, faut se dire, des fois, faut se dire que c'est pas grave. Effectivement, comme tu as dit, les causes sous-jacentes, c'est un terme vraiment à mettre en avant. Euh, Moi, j'aime bien aussi les aliments de substitution, que ça peut être un outil très pratique. Donc, ça permet un peu de nous récompenser, même si on a eu une petite faiblesse de la volonté, comme on dit. euh, on peut essayer de nous récompenser avec un aliment un peu plus sain, Mhm. euh, qui va faire croire à notre cerveau que on est content. En fait, on est content quand on le mange. Donc, j'aime bien aussi ces aliments de substitution. Euh, Moi, j'ai commencé la muscu il y a 11 ans. Et en fait, au début, j'avais pas un plan alimentaire. Je mangeais vraiment à peu près correctement, mais j'avais beaucoup de déchets à gauche, à droite. Et quand j'ai réalisé que, que je pouvais être beaucoup plus mieux, beaucoup plus amélioré avec la nutrition, je me suis dit, bah tiens, je vais passer à l'action. Je vais essayer de changer un peu tout ça. Et est-ce que justement, je pense vraiment de lier euh, la nutrition à un objectif, ça pourrait être un élément déjà qui va entraîner une discipline et motivateur au début, et après, il va falloir rentrer dans la discipline. Donc, lier la nutrition à un objectif précis. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Mettre des objectifs, ça fait partie de la préparation mentale. C'est-à-dire, il faut toujours des objectifs. Il y a deux choses, deux volets à voir. Le temps et la nature des objectifs. Il faut des objectifs de résultat. Ça, c'est ce dont tu parles. Par exemple, perdre du poids. Donc, objectif de résultat, tu vas y arriver ou tu vas pas y arriver. C'est oui ou non. C'est-à-dire, il faut que je perde 10 kilos ou il faut que je descende à 70 kilos. Si tu es à 71, tu n'y es pas arrivé. Si tu es à 70, tu y es arrivé. C'est oui ou non, un objectif de résultat. C'est basé sur le résultat. Et des objectifs de moyens, ça, c'est pas mesurable. C'est-à-dire, pour un coureur à pied, ça pourrait être, je dois améliorer ma foulée, je dois améliorer ma concentration. Ça, tu peux pas le mesurer. Donc, c'est l'ordre du perceptif. Donc, avoir des objectifs de résultat, avoir des objectifs de moyens. Et après, ces objectifs-là s'inscrivent sur les trois temps: court terme, moyen terme, long terme.
Donc, tu peux pas avoir que des objectifs à long terme. Tu peux pas simplement te dire, en un an, je veux perdre 10 kilos. Il faut que, au mois et à la semaine, tu aies aussi des sous-objectifs plus courts. Et si tu mets tout ça en place, objectif de moyens, de résultats, sur le court terme, moyen terme et long terme, en fait, tu mets des garde-fous. Tu mets des rambardes un peu partout, des remparts, afin que de bien voir quand est-ce que tu sors du chemin. C'est autant de sécurité en fait. Donc ça garantit pas tout, mais c'est une très bonne approche pour se garantir de ne pas faire trop d'écart, quoi. Voilà. De rester même focus sur un objectif qui est beaucoup plus atteignable au premier abord que celui qu'on s'est fixé beaucoup plus loin. Ouais, mais celui qui est beaucoup plus loin, il est vachement bien aussi parce qu'il est très inspirant. Tu vois, Mm. il est galvanisant. On dit, ah ouais, c'est la cerise, quoi. C'est le point en haut de la montagne, quoi. C'est vraiment, ça nous attire, quoi. Mais la récompense, elle est loin. Donc on peut perdre le fil en cours de route. Par contre, comme tu disais, si tu as des petits objectifs en cours de route, ah bah ça te motive, puis ça entretient la flamme. Donc voilà, les deux sont vachement bien. Je voulais aborder un point avec toi, c'était les arts martiaux. Il me Mhm. semblait que tu connaissais un peu l'éducation et la philosophie un peu des arts martiaux. Euh, que peut apporter un art martial à quelqu'un, dans les grandes lignes, dans un premier temps? Euh, Enfin, c'est très L'art généraliste hein, martial, comme question, mais ouais, ouais, mais c'est une très bonne approche parce que ça donne une éthique. En fait, c'est quelque chose qui nous c'est manque ça. beaucoup de nos jours. C'est Quand on vrai. rentre dans un dojo, on salue, on fait un seiza, ensuite on se met à genoux, on salit les maîtres, on rend hommage donc au passé, on rend hommage aux gens qui nous ont transmis ce que l'on sait. On respecte des traditions, on respecte les aînés. Il y a du respect un petit peu partout, quoi. C'est très important. Et puis ensuite, il y a le sérieux dans la pratique. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On n'est pas là pour faire des stories Instagram. On n'est pas là pour ni se moquer des autres. On respecte les gens qui sont autour de nous. On met son corps en mouvement. On est dans une certaine forme de philosophie de la vie. Bref, ça coche beaucoup de cases, beaucoup de choses qui, de nos jours, ont perdu du sens. Donc moi, je ne peux qu'encourager, hein, et c'est beaucoup fait en France, hein, d'inscrire les enfants dans le club de judo ou de karaté du coin parce que il y a beaucoup de chances que le sensei, donc le prof, instruise les élèves avec de très bonnes valeurs pour la suite de leur vie. Donc voilà, même les adultes, hein, si vous voulez commencer, il n'y a pas d'âge, je les encourage toujours, bien sûr. Bah vraiment, oui, tu as répondu à une de mes questions, c'est est-ce que tu conseillerais les parents de mettre leurs enfants, par exemple, au judo? Moi, je viens du judo, hein, c'est un exemple hein, que je dis. Et vraiment, ça donne vraiment beaucoup une code de conduite, un code de Ouais. conduite, euh, des valeurs, le respect de ceux qui sont plus avancés que nous, Mhm. et, euh, et le respect aussi, bien sûr, de ceux qui sont peut-être qui viennent d'arriver, qui sont en dessous de nous. Mhm. Euh, non, vraiment beaucoup de valeurs, comme tu as très très bien décrit tout ça. Euh, L'apprentissage, le fait que parfois ça soit dur, parfois on peut se faire mal. Euh, mais vraiment, en plus on est en groupe. Et vraiment, c'est une petite bulle justement, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a du divertissement partout. Et là, quand on arrive pour ces 1h30 ou 1h45 d'art martial, on est un peu dans notre petite bulle. Et là, on se dit, bah, ça y est, c'est le moment, c'est un peu un apaisement, je trouve. C'est un Mhm. peu comme retrouver, comme tout à l'heure, une sorte de discipline et une paix intérieure. Exactement. Ouais, bien sûr. Un moment de partage, un moment où est-ce qu'on fait, puis personnellement, au judo, c'est un moment où est-ce qu'on fait attention de pas faire mal à l'autre, euh, et de pas se faire mal soi-même. Ouais. Donc voilà. Mhm. Et moi, ma philosophie un peu à moi, bon alors on sort un peu, c'est de tourner le regard vers soi-même, c'est-à-dire en permanence, pour justement éviter d'avoir une mauvaise communication avec quelqu'un, parce que par exemple, on peut avoir plusieurs réactions on marche à quelqu'un d'à côté dans la rue, et par exemple, cette personne, elle crache. Bon. Et on sait tous que c'est pas très, voilà, c'est pas très Dans notre culture, en tout catholique. cas, ouais. Ouais, voilà, de, de voir quelqu'un cracher de à côté de soi. Et il y a plusieurs façons de réagir. Et si je me dis tourner le regard vers moi-même, bah, cette personne elle a fait ça et après, moi ça va rien changer. Euh, Moi je ne le fais pas, donc je reste avec mon honneur, mes valeurs. Et à partir de là, si j'ai tout donné, si j'ai fait tout ce qu'il faut dans ma journée, le comment agir ou comment le non agir
ou plutôt ouais, comment le agir. Est-ce que j'ai bien agi? À partir de là, je me sens bien. Vraiment tourner le regard vers soi. Qu'est-ce que tu penses de cette philosophie? Mhm. C'est très en lien avec la philosophie stoïcienne. Les stoïques Oui, pensaient justement à placer leur attention sur les choses qu'ils pouvaient contrôler, et les choses qu'on pouvait contrôler, c'est soi-même et sa manière de réagir face aux événements, les choses de la vie. Donc les choses de la vie, tu les contrôles pas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est pas dans ton contrôle, quoi. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à ça. Et donc oui, les grands stoïciens d'Épictète à Marc Aurèle passaient leur temps à faire voilà, encore une fois, une introspection, quoi, hein, un travail introspectif qui était premier. Donc, en effet, oui, oui, en effet, je te rejoins. Ce qui est important, c'est pas forcément notre jugement du monde. Ce qui est important, c'est véritablement est-ce qu'on a un alignement entre nos actions et nos valeurs, hein, les valeurs qui sont profondes et ouais. nos actions. Voilà. Et donc, comme le disait le philosophe Viktor Frankl, il y a entre l'action et la réaction, il y a un espace. Et dans cet petit espace réside notre liberté. Donc, il faut prendre le temps de laisser vivre cet espace, hein, un petit peu l'agrandir de temps en temps, pas tout de suite être dans la réaction, mais dire, attends, il s'est passé ça, ok, je prends un petit temps, même si c'est une milliseconde, hein, je prends du temps. Et plus vous prenez du temps, plus vous arrivez à prendre du recul, et plus votre réaction va être appropriée. Est-ce qu'il y a un livre sur, on va dire, le bien-être ou la philosophie qui a pu t'éveiller beaucoup, peut-être pas changer ta vie, ou pas loin, mais qui t'a éveillé beaucoup à la philosophie, qui t'a fait vraiment du bien au niveau Ouais. mental? Ouais, tout de suite, je pense à un et je le cite régulièrement. Je suis content de continuer à le citer. C'est L'éthique du samouraï moderne de Patrice Franceschi, qui est un grand descendant des stoïciens, justement. Et lisez ce livre et relisez-le. D'accord, bah, c'est très intéressant. Alors moi, je vais citer le mien, si je peux me permettre. Ah ben ouais. Euh, c'est L'enfant intérieur de Thich Hmm. Nhat Hanh. Ouais, Alors, vraiment, c'est super. autant des fois dans des livres, il y a des pépites qui se promènent. Il y Hmm. a 5, 6, 7 pépites qui se promènent dans un livre. Mais là, Mhm. vraiment, chaque chapitre dans le Hmm. livre de Chinat en l'enfant intérieur, euh, ça change, ça, ça te fait poser des questions. Et si on prend le temps de réfléchir sur la philosophie de ce qui a été dit, on se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et je pense que Hmm. travailler la philosophie au quotidien, ça fait vraiment du bien. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on Ouais, conseillerait ça aux personnes? c'est la même introspection dont on parlait tout à l'heure, revenir à soi. Donc oui, la philosophie, sa manière de penser, voir ses schémas de pensée, euh, retourner à ses valeurs profondes, de temps en temps, au moins une ou deux fois par jour, l'écriture, l'introspection, la méditation. C'est tout ce que nous disaient les anciens, hein, que ce soit oriental ou occidental. Les traditions, c'était avant tout connais-toi toi-même, hein. Donc ouais, exactement. Pour tout le monde, l'introspection est très importante, surtout en 2023. Oui, connaître les émotions, connaître le corps humain et le mental et la communication. Voilà. Bah, c'était ma dernière question pour aujourd'hui. Vraiment, Super. merci beaucoup. Merci à On a toi, fait un beau Jeremy. tour, on a fait un beau tour des choses. Le développement de l'humain, comment on peut faire pour se développer au niveau physique, mental, quels sont les appels du diable, comme on pourrait dire, Mhm. comment, pas lutter, mais comment jouer avec l'acrasie. Vraiment, c'était un podcast qui était vraiment orienté sur un peu le développement, un peu Mhm. santé, nutritionnel, mental, psychologique et philosophique. Et vraiment un grand merci à toi. Merci à toi, un grand plaisir. Merci. Et à bientôt. À bientôt.